chaque bijou renferme un secret, une histoire d'amour ou de séparation, un mythe ou une malédiction. Découvrez La Voix des bijoux, le podcast de l'École des Arts Joailliers avec le soutien de Van Cleef & Arpels qui vous dévoile les fascinantes histoires et les savoirs secrets des bijoux à travers le monde. À retrouver prochainement sur toutes les plateformes d'écoute. Bonjour et bienvenue sur l'Aléa, le podcast qui t'aide à devenir acteur de ta vie. Je suis Laura Pouliken et à travers mon compte Instagram, Lo From Paris, ce podcast et toutes mes prises de parole, je te transmets mes cheminements autour du bien-être, de la parentalité, de l'entrepreneuriat, du développement personnel et professionnel. Ici, tu trouveras chaque semaine les parcours, les témoignages ou les conseils d'entrepreneurs, de sportifs, d'artistes, de thérapeutes, de coachs qui t'éveilleront, t'inspireront sur ta propre trajectoire, te permettront de vivre en harmonie avec toi-même et le monde qui nous entoure, t'accompagneront dans la construction de la vie de tes rêves, malgré des aléas que l'on rencontre tous et toutes. Les valeurs qui m'animent, l'amour, l'audace, le bien-être, la contribution. Si tu ne veux pas manquer les nouveaux épisodes, je t'invite à t'abonner au podcast via la plateforme avec laquelle tu m'écoutes. Et si cet épisode te plaît, n'hésite pas à laisser un commentaire et 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcasts, à le partager autour de toi à une sœur, un ami, un membre de ta famille qui aurait besoin d'inspiration pour aller au bout de ses projets. Elle a connu la rue, la violence et la pauvreté. Pourtant, elle a fait 3 millions de CA et est l'une des entrepreneuses les plus reconnues de sa génération. C'est l'histoire de Claire Succo. Dans son enfance, elle est mal nourrie, maltraitée, mise de côté. Après une énième dispute avec ses parents, elle quitte son domicile et dort dans la rue. Puis Claire décide de partir à Paris, avec 42 € en poche, pour renaître, recommencer une nouvelle vie. Elle travaille avec acharnement, tape aux bonnes portes et parvient à exercer un premier métier dans le cinéma. Puis elle découvre l'entrepreneuriat et a une révélation. En 2017, Claire crée Meuf Paris, une marque de vêtements à message féministe. C'est un véritable succès. Les créatrices de contenu se les arrachent, tout comme la chanteuse Angèle qui emporte durant son clip « Balance ton quoi ». De cette collection de vêtements naît un nouveau projet, construire le premier réseau social 100% féminin. Son rêve pour cette année est de le faire exploser et dépasser les frontières. D'ailleurs, elle vient de lever 500 000 € et peut compter sur l'aide de Xavier Niel ou Stéphanie Delestre. Dans cet épisode, on répond à quelques questions. Comment créer une entreprise à succès en partant de zéro ? Comment booster sa notoriété de manière organique et exploser sur Instagram ? Comment prendre le pouvoir en tant que femme ? Comment agir pour le féminisme dans notre société ? Ou encore comment faire un bon pitch et réussir les étapes de l'émission sur M6 « Qui veut être mon associé ?» Bravo Claire et très belle écoute à vous. Bonjour Claire. Bonjour. Je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui. Comment vas-tu ? Très bien, ravie aussi d'être là. Merci de m'accueillir. On a été en contact par Cynthia qui travaille chez Le Crayon, un beau média que je vous recommande, vous qui nous écoutez. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites ? Bien sûr, je m'appelle Claire, j'ai 32 ans et je suis la fondatrice de Meuf, qui est le premier réseau social 100% réservé aux femmes et qui vient de sortir le 21 février. Waouh ! On va en parler bien sûr tout au long de cette interview. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux m'expliquer les moments forts de ton parcours et de ton histoire qui peuvent nous aider à te connaître avant cette aventure Meuf, dont j'adore le nom, je précise. Merci beaucoup. C'est un nom qui divise, hein. Soit les gens adorent, soit ils détestent, ils trouvent que c'est un peu vulgaire, racaille. Ah bon au moins... on le garde en tête et j'ai envie de dire c'est l'important pour le nom d'une marque. Exactement. Écoute, moi j'ai un parcours assez atypique, assez difficile aussi. J'ai une enfance assez compliquée. J'ai grandi dans un milieu très pauvre et surtout très violent.
avec beaucoup de problèmes. J'ai été mal nourrie, j'ai été maltraitée. Enfin, franchement, j'ai vécu pas mal de trucs assez horribles dont je ne parlais pas trop avant et sur lesquels je commence à prendre la parole parce que je trouve ça important d'en parler en fait et de montrer aussi qu'on peut s'en sortir et faire des choses quand on a vécu des choses difficiles. On est un peu mis dans une case de cassos, même si je déteste ce mot, mais voilà, moi j'ai souvent été traitée de cassos, que ce soit par l'école, l'entourage, etc. Et je trouve ça important en fait de montrer qu'il y a des cassos qui réussissent. Et voilà, il y en a plein en fait, et on n'en parle pas. Et souvent ces personnes-là ont un peu honte du passé qu'elles ont pu avoir, parce que c'est l'image qu'on va nous renvoyer. Et voilà, donc aujourd'hui j'ai un peu décidé de petit à petit en parler de plus en plus. Je suis pas encore méga à l'aise avec ça, mais j'ai envie de prendre la parole dessus pour tout simplement inspirer des gens qui peut-être nous écoutent et ont aussi vécu des violences et ont aussi une enfance difficile et se pensent condamnés à ne rien pouvoir faire comme projet. Et en fait, c'est pas vrai. On peut reprendre un peu le pouvoir là-dessus. Alors, c'est pas évident, évidemment. Bien sûr. Mais on n'est pas condamné. Ouais. Donc voilà, du coup, parcours assez compliqué. Jusqu'à mes 19 ans, ça a été assez difficile. Je me suis retrouvée à la rue à 19 ans. Après une énième dispute assez violente, mon père m'a mis dehors. Et donc, j'ai galéré à droite à gauche. J'habitais à Lyon à ce moment-là. Donc, j'ai galéré à droite à gauche sans dire à personne ce qui se passait parce que j'avais beaucoup de fierté. Et donc, je disais juste, je peux dormir chez toi ce soir, je peux dormir chez toi ce soir. Donc, il y a des soirs où il y avait personne qui pouvait m'accueillir. Donc, j'ai dormi dehors 2 nuits quand même. Et après, je suis montée à Paris. Il me restait 42 € sur mon compte et j'ai pris un billet à 40 € pour Paris. Donc, je suis arrivée en 2010 et c'était vraiment dans l'idée de pouvoir avoir un nouveau départ, une nouvelle vie. Pour moi, c'était Paris, c'était la liberté. C'était, j'allais complètement... Un renouveau, quoi. Un renouveau. Et j'ai vraiment la sensation que ma vraie vie a commencé à 19 ans en 2010 parce que c'est le moment où j'ai pu vraiment choisir tout ce que je voulais faire, enfin plus ou moins parce que évidemment j'avais des contraintes d'argent, donc j'ai fait des boulots alimentaires, etc. Mais en tout cas me sentir libre à l'intérieur de moi-même pour la première fois de ma vie, ce qui ne m'était pas arrivé. Et voilà, donc moi j'ai l'impression que finalement je n'ai pas 32 ans, attends, qu'est-ce que ça fait 2010, 14 ans. Ouais. J'ai 14 ans. Voilà, j'ai l'impression d'avoir un peu 14 ans. D'accord, donc tu arrives à Paris, et qu'est-ce que tu fais ? Écoute, j'arrive à Paris, je dors chez des copines à droite à gauche et je me dis, ok, il faut que je bosse pour avoir de l'argent. Sortir, bien sûr. Donc je vais rue de Lappe parce qu'on m'a dit que c'était facile de se faire embaucher rue de Lappe parce qu'il y a plein de restos. Et donc, je me fais embaucher en disant que sur mon CV que j'ai déjà fait ça. Bon, c'était pas vrai, mais serveuse, ça me semblait quand même assez accessible. Je suis prise, je commence le lendemain. Donc, parfait. Et puis, au bout d'1 mois, entre les pourboires et le salaire, j'arrive à mettre un peu de côté pour prendre un appart. Au bout de 1 mois et demi, une petite chambre de bonne dans le 16e, au 8e sans ascenseur, sans chauffage. Enfin voilà, vraiment le truc avec vraiment. Les racks, t'entends. Ouais, franchement, vraiment c'est ça, exactement. Mais au moins c'est un chez moi, c'est le premier, et voilà. Et j'étais hyper heureuse de l'avoir, même s'il était vraiment insalubre avec le recul. Mais voilà, donc et puis petit à petit, voilà, je fais d'autres petits boulots, plus ou moins bien payés. J'ai d'ailleurs été mieux payée en tant que serveuse qu'en tant qu'entrepreneuse parce que j'ai bossé chez Cost, qui est quand même une grosse boîte où on est quand même bien payé et surtout il y a beaucoup de pourboires. Donc je gagnais plutôt bien ma vie à un moment. Mais voilà, c'était pas du tout dans mes ambitions de continuer dans cette voie. J'avais pas pour ambition de me professionnaliser là-dedans. Et donc, en parallèle de ça, je cherche à travailler dans le cinéma, parce que c'était vraiment ma passion à ce moment-là. J'avais fait un lycée option cinéma et j'étais persuadée que j'allais travailler dans le milieu du cinéma. D'accord. Devant ou derrière la caméra ? Derrière. Plutôt réalisation, scénariste et tout ça. J'adore écrire, j'écris toujours d'ailleurs. Et du coup, voilà, j'ai en parallèle du coup de mes boulots alimentaires, je suis allée sur des tournages bénévolement. Petit à petit, j'ai un peu gravi les échelons parce que c'est très hiérarchisé le cinéma. Et donc, j'ai pu être assistant réalisateur, assistant de production. Donc, c'est quand même des métiers où tu gères des équipes, de l'argent, des problèmes. Donc, tout ça m'a bien formée pour l'entrepreneuriat.
Et voilà, c'était chouette et je commençais à vraiment bien gagner ma vie avec ça, à plus avoir besoin de boulot alimentaire et à avoir le statut d'intermittente incessamment sous peu. Quand je suis tombée face à face avec l'entrepreneuriat qui a complètement dévié ma trajectoire. Et justement, en 2017, donc tu te lances dans l'entrepreneuriat. Après une première carrière dans le cinéma, ce que tu nous expliques, tu décides de lancer ta propre marque de vêtements, Meuf Paris, qui véhicule des messages féministes. Est-ce que tu peux revenir justement sur cette trajectoire que tu prends, qui est complètement différente et qui te conduit à changer de vie pour entreprendre ? Ouais, alors ça s'est fait un peu avant, en fait en 2016. La personne avec qui j'étais en couple à ce moment-là était à l'ESCP, école de commerce du coup, et il y avait un concours d'entrepreneuriat auquel il a participé et pour lequel il m'a demandé un coup de main à un moment. Et en fait, ça a été une énorme révélation pour moi quand je l'ai aidé. Je me suis dit, mais quoi, on peut faire ça, mais c'est génial. Chose que j'avais même pas idée qu'on pouvait faire ça dans le milieu duquel je venais. J'avais aucun exemple de gens qui étaient chefs d'entreprise en fait. Et je pense que j'avais pas imaginé qu'on pouvait faire ça dans la vie. Et j'ai un peu découvert à ce moment-là en me disant mais c'est incroyable, mais c'est ce que je veux faire. Je veux être libre comme ça. Je veux pouvoir décider de tout ce que je fais. Donc ça a été un énorme coup de cœur et en même temps, c'était compliqué parce que comme je te dis, j'étais à 2 doigts de commencer à vraiment avoir une place dans le milieu du ciné. Voilà, enfin, je sais pas ce que ça aurait donné si j'étais restée, mais peut-être qu'aujourd'hui, j'aurais fait 4 films, j'en sais rien, tu vois. Donc, ça a été une énorme remise en question. C'était hyper dur pour moi parce que jusque-là, j'étais hyper sûre de moi. Ma voie était toute tracée, c'était le ciné ou rien. Et donc voilà, donc compliqué. Mais il y avait cette formation qui était ouverte au profil extérieur à l'ESCP, formation entrepreneuriale. Et du coup, je me suis dit, bon, c'est 6 mois, je vais tenter. Si ça me plaît pas, je pourrais toujours revenir au ciné. Et si ça me plaît, go, quoi. Et donc, comme tu t'en doutes, ça m'a plu. Alors, pas spécialement la formation, mais plus le fait de... en fait, pendant la formation, on devait faire un projet concret qu'on a présenté après devant un jury avec des investisseurs professionnels et tout. Donc, c'était hyper intéressant comme expérience. Et vraiment, la construction du projet, ça m'a confirmé que j'avais envie de faire ça. C'était un autre projet, du coup, qui était juste avant Meuf. C'était une box avec des solutions naturelles contre les règles douloureuses. Ok. Déjà, pour les femmes. Et très bonne idée aussi. Ouais, très bonne idée et il faudrait que quelqu'un le fasse. Moi, j'ai arrêté ce projet parce que, justement, je suis tombée enceinte, ce qui n'était pas du tout prévu et que, du coup, j'ai avorté à ce moment-là. Et que ça a été hyper difficile et ça m'a fait arrêter le projet. Et en même temps, c'est ça qui m'a fait lancer Meuf. Donc la vie est assez marrante parce que Meuf, c'est vraiment partie de mon envie de me rapprocher d'autres femmes parce qu'à ce moment-là, c'était le besoin que j'avais moi. Parce que c'était dur et je comprenais pas pourquoi c'était dur. Je pensais que ça irait, que ça serait un peu... que comme j'avais pas envie de ça et que j'étais enceinte de 3 semaines, que ça irait. Mais en fait, c'était hyper dur. Déjà parce que je trouve que... Enfin, moi, j'ai fait un IVG médicamenteuse. En fait, t'es chez toi. Tu perds plein de sang, tu vois tout. Avec et la RE 486, c'est ça ? La pilule, c'est RE 486. Ouais, alors j'ai pas vu le nom, mais sûrement. Ouais, les 2 pilules, quoi. Ouais. Et je trouve ça hyper dur, en fait, de laisser les femmes seules chez elles. Enfin, moi, j'étais pas seule, mais il y en a qui sont seules. En plus, on doit nous-mêmes contrôler le volume de sang qu'on perd pour évaluer si c'est dangereux ou pas. Mais en fait, c'est hyper stressant. Oh là là. Parce qu'évidemment, on en perd beaucoup plus que pendant les règles. Donc, si on n'a jamais vécu ça, c'est un peu impressionnant. Y a certaines personnes qui peuvent voir des choses qu'on n'a pas envie de voir aussi. Enfin, ça m'est arrivé. Donc voilà, c'était... je pense que c'est aussi la manière dont c'est fait qui a fait que ça a été dur pour moi, en fait, de vraiment le subir comme ça. Et donc voilà, ça a été dur pendant quelques mois. Ça a été dur aussi dans mon couple. On a dû faire une thérapie de couple et tout là-dessus. On a réussi à passer au-dessus, mais ça n'a pas été évident. Pareil, une copine a avorté il y a pas très longtemps, enfin l'année dernière. Ouais. Et en fait, pareil que toi, je pense que on pense que c'est un acte un peu, tu vois, anodin. Alors qu'en fait, le bouleversement physique et psychologique qu'on vit et dont on ne parle pas et qui est complètement tabou. Ouais. Enfin, c'est et en fait, c'est embêtant parce que tu vois, quand j'en parle, j'ai peur qu'il y ait limite des gens pro-vie qui récupèrent mon discours en disant vous voyez, c'est difficile l'avortement. Et en fait, comme on a eu ce droit, c'est comme si on n'avait pas le droit de dire que c'était difficile parce que sinon il faudrait arrêter ce droit. Et c'est tout la contradiction qui moi m'énerve parce qu'en fait, oui, on a le droit, mais aujourd'hui les conditions elles sont pas idéales et notamment l'accompagnement après et l'accompagnement psychologique. Exactement. Parce que oui, non, c'est pas comme aller acheter une baguette comme les pro-vie veulent le dire. C'est difficile. C'est pas pour ça qu'on regrette. Moi, je n'ai jamais regretté et je suis vraiment très contente de mon choix. Et aujourd'hui, j'aurai un enfant de 5 ans et franchement,
je pourrais pas faire tout ce que je fais et voilà. Mais ça reste difficile et c'est normal et on n'a pas d'espace pour parler de tout ça. Et c'est très grave. Et donc, Meuf Paris commence à germer dans ton esprit. Ouais. C'est quoi les premières étapes de mise en place, déjà au moment où tu as l'idée, jusqu'à la sortie de la première collection finalement, hein. Du coup, c'est une phase où je ne vais pas bien. Et je lance Meuf en allant pas bien. Et ça, c'est important de le dire aussi, parce qu'on a toujours l'impression qu'il faut être au top du top pour lancer un projet. Non, moi, j'étais pas bien, clairement. Tous les matins, je me forçais à me lever. C'était très, très dur. Toutes les tâches que je devais faire, je me rappelle vraiment d'être en lutte pour travailler, pour me lever, pour manger, pour tout. Donc, j'ai lancé Meuf dans cet état. Donc, on peut tout faire. Et donc, je le lance en me disant... Ok, j'ai cette envie de rassembler les femmes. Les vêtements, ça me semble être un moyen de s'exprimer assez facile. On peut faire passer des messages, on peut les voir dans la rue, on peut en parler au boulot. Ça peut donner de la force. C'était un peu ça l'idée de base. Go, lançons-nous quoi. Enfin, lançons-nous. Je suis toute seule, mais je me parle à moi-même. Et donc, je commence. Moi, je suis quelqu'un qui fonce. Même quand elle ne sait pas trop où il faut aller. Donc, je me suis dit, je cherche au plus vite des fournisseurs de textiles. Donc, je suis allée dans le Sentier, parce que pour moi, c'était là-bas qu'on pouvait trouver des gens qui faisaient des vêtements. J'ai pris, je ne sais pas combien de refus de gens qui m'ont rigolé à la figure en me disant qu'il fallait des grosses quantités pour fabriquer en France, que c'était impossible avec le budget que j'avais, parce que j'ai lancé Meuf avec 1 000 €. Donc vraiment très très peu. Et puis je suis quand même tombée au bout d'un moment, à force de frapper à des portes, sur un homme, Bruno, qui a rigolé en m'entendant parler, mais qui m'a dit « Toi, t'es complètement folle, mais je t'aime bien ». Et depuis, on a beaucoup travaillé ensemble. On s'est même associés sur une autre société que j'ai créée, qui était une société de fabrication, dans laquelle je ne suis plus, mais dans laquelle il est toujours. Donc ça a été vraiment quelqu'un qui m'a beaucoup accompagnée, qui lui avait 40 ans d'expérience dans le textile, donc génial de tomber sur lui. On a vraiment eu un coup de cœur humain en fait, et ça a un peu été mon mentor dans le textile, on va dire, et dans l'entrepreneuriat aussi, parce que c'était un entrepreneur aguerri de son côté, qui avait connu plein de choses faciles et difficiles. Donc voilà, il a beaucoup d'expérience. Et il a 60 ans, donc voilà, beaucoup plus âgé que moi aussi. Et donc, c'est lui qui m'a un peu guidée au début. Et donc, on a lancé une première collection. J'ai fait mon site internet toute seule dans mon coin. Et je l'ai lancé en me disant, voilà, c'est bon, c'est en ligne, bonjour. En pensant que dans le vague espace d'internet, on allait tomber sur moi comme ça par hasard. Mais voilà, et du coup, je me suis dit, ok, ça marche pas comme ça, il faut peut-être que je fasse des choses. Et je me dis, ok, je lance un compte Insta. J'avais pas Insta à titre perso, donc je connaissais pas du tout. Et en fait, je pense que ça fait partie des choses qui ont fait qu'on a réussi. C'est que du coup, je me suis pas du tout bridée. Parce que je connaissais pas le réseau, j'ai pas pris le temps de regarder, j'étais là, vas-y, je vais m'exprimer. Et en fait, ça a donné quelque chose d'assez authentique, qui est toujours le cas chez Meuf, et qui fait que très vite, ça a pris sur les réseaux, et très vite, on a eu aussi beaucoup de soutien de femmes qui avaient de l'influence sur les réseaux et qui ont porté nos vêtements, qui ont parlé de nous, et ça nous a fait de la pub très vite, organique, et ça a fait que Meuf a bien démarré tout de suite, quoi. D'accord. Et donc très naturellement, en fait, finalement, elle te découvrait très naturellement, sans même toi que tu mettes des actions en place, et derrière porter les produits et faisait la promotion des produits. Alors au début, j'ai mis moi des actions en place et j'ai pris le temps en fait d'écrire aux personnes que j'admirais sur les réseaux pour leur expliquer pourquoi je les admirais et pourquoi j'avais envie qu'elles portent du Meuf. Et je sais que ça a été remarqué par ces personnes-là qui m'ont dit en fait je reçois 70 mails par jour et ton mail il est sorti du lot parce que j'avais vraiment pris le temps. Et je pense que ça c'est un conseil qu'on peut donner s'il y a des gens qui sont entrepreneurs qui nous écoutent, quand on a envie de parler à quelqu'un, d'avoir cette opportunité de parler à quelqu'un qu'on admire. Il faut se dire que ces personnes-là, elles sont énormément sollicitées. Et que du coup, si on envoie juste « Coucou, je t'adore, j'aimerais qu'on discute », il faut en dire un petit peu plus, quoi. Et du coup, voilà, c'est ce que j'avais fait, notamment avec Marion Séclin, qui est la première femme qui m'a aidée. Je crois que Meuf avait 1000 abonnés à ce moment-là, et elle, 200 000 et quelques. Et voilà, et en fait, elle m'a donné, elle a porté du Meuf, on s'est rencontrés, c'était super chouette, on est toujours en contact aujourd'hui, elle soutient le projet, l'application Meuf, et elle suit de près, et c'est quelqu'un de qui je suis très proche
pas personnellement pour le moment, mais en tout cas dans les valeurs et professionnellement, et que j'admire beaucoup. Et donc voilà, elle nous a donné ce coup de main. Et en fait, elle, c'est aussi une personne qui est assez respectée dans le milieu des créatrices de contenu. Donc ça m'a donné un certain poids qui a fait que d'autres ont suivi aussi. Parce que c'était toujours la première qui est plus difficile. Totalement. Ouais. Une fois que tu as lancé la machine, après, c'est effet boule de neige. Il faut une première qui dit c'est cool, c'est validé. Ouais. Et c'était Marion pour moi. Et après, ça a suivi et jusqu'à ce qu'on travaille même avec Angèle, qui n'est pas une créatrice de contenu, mais voilà. Donc oser déclencher ce premier effet boule de neige, quoi. Et complètement, et justement, tu fais une collaboration avec Angèle. Tu l'habilles dans son clip Balance ton quoi. Ouais. À ton avis, qu'est-ce qui a joué pour que tu parviennes à attirer cet artiste quand même que l'on connaît tous et qui a une autorité qui n'est même plus à citer? Ouais. Franchement, c'est 100% Instagram. 100% de nos réseaux sociaux. En fait, c'est la prod du clip qui nous a repérés. On avait un t-shirt anti-sexisme club, je crois, à ce moment-là, qui a été repéré par la prod du clip et qui nous ont contactés en disant en fait on adore, on voudrait avoir ces vêtements dans le clip. Et donc au début c'était juste censé être ça, et au final ça s'est transformé en une véritable collaboration. On a fait plusieurs modèles ensemble qu'on a revendus au profit d'associations. Donc c'était vraiment une expérience incroyable, quoi. Ouais, c'était ouf. Quels sont les grands moments forts, pivots, décisions stratégiques de cette aventure qui ont eu, tu dirais, un impact sur ta croissance jusqu'à la création, on va en parler, de ton application qui est ton deuxième grand projet autour de Meuf? Il y en a eu plein, des moments un peu importants. Évidemment, Angèle, qui a été un moment très fort. Avant, il y a eu un t-shirt qui a changé beaucoup de choses pour Meuf, qui était le t-shirt qui s'appelait Trop Forte, qui était un t-shirt où il y avait écrit Trop à gauche, en haut à gauche, Forte en bas à droite. Et entre les deux, tout ce qu'on peut nous dire en tant que femme, donc trop grosse, trop maigre, trop moche, trop belle, trop silencieuse, trop bruyante. Enfin, tout ce qu'on peut nous reprocher, on a l'impression que ça ne va jamais. Il y a aussi, toutes les injonctions qu'on peut avoir quand on est maman, t'allaites trop, t'allaites pas assez, il n'y a jamais rien qui va. Et j'ai vraiment, c'était un t-shirt qui exprimait un peu tout ça et qui a cartonné, mais vraiment en organique 100%. On avait, je crois, 6000 abonnés une semaine avant de le sortir et une semaine après 15 000, quoi. Donc ça a vraiment été une explosion pour nous sur les réseaux. À l'époque, je vendais maximum 10 pièces, 10 commandes par jour, ce qui était déjà pas mal, parce que la boîte avait que 7 mois. Et là, c'était 200 par jour, quoi, d'un coup. Donc on est passé direct à une autre échelle. Moi, j'étais toute seule chez moi, j'envoyais moi-même à la poste. Donc d'un coup, c'était compliqué. Et c'est là où du coup, j'ai dû vraiment professionnaliser les choses, prendre quelqu'un pour la logistique et vraiment mettre des choses en place. Et au lieu d'être une meuf chez moi qui fait des vêtements, qui les envoie, vraiment me transformer en entreprise. Pour moi, c'est vraiment à ce moment-là que ça s'est passé. Et c'était un peu la preuve que j'attendais aussi pour mettre plus d'énergie dans le projet. Et donc voilà, à partir de ce moment-là, on s'est un peu plus structuré. Je me suis associée. On a recruté nos premiers stagiaires. Ouais. On a eu un bureau. Enfin voilà, il y a les choses qui ont commencé à être un petit peu plus professionnelles, on va dire. Donc ça, je pense que c'était un moment hyper important dans Meuf. Après, il y a eu quasiment un an après la collab avec Angèle. Forcément, on nous a amené une énorme notoriété et puis une espèce d'assise. Parce que quand on a une marque de vêtements, on dit qu'il faut à peu près 5-10 ans pour que les gens aient confiance, en fait. Et nous, on a complètement sauté ces étapes grâce à Angèle. Donc ça, c'était assez fou. Et après, on a fait plein de super collabs. On a fait une collab avec Tom's, notamment, qui est une marque américaine qui n'est pas très connue en France, mais on a été vendus aux États-Unis. Donc ça, c'est un peu la classe. Tu m'étonnes. Ouais, il y avait des chaussures Meuf aux US. Donc trop cool d'avoir fait cette collab. On en a vendu énormément. Et après, on a fait plein d'autres collabs, franchement, qui étaient vraiment trop chouettes. Ça, c'est vraiment, je pense, c'est le truc que je préférais dans Meuf. Notamment une avec Nous Toutes aussi, qui est une super asso. Je connais, bien sûr, j'ai bossé pour Nous Toutes. Ok, voilà, que j'adore et que j'embrasse si jamais elles nous entendent. On a fait une chouette collab aussi, on avait reversé tous les bénéfices pour elle et la Maison des Femmes. Et voilà, c'était génial, ça a cartonné aussi, donc c'était cool de pouvoir les soutenir et puis apporter un vrai message. L'idée, c'était d'avoir vraiment une tenue de
de combat, une tenue de marche, mais qu'on puisse aussi porter dans la vie de tous les jours. Et moi, le hoodie qu'on a fabriqué ensemble, je l'adore. Je le mets dès qu'il est propre, quoi. Ouais. Je le lave tout le temps et je l'adore. Je suis trop bien dedans et j'ai vraiment l'impression quand je le mets d'avoir toute la force de toutes ces meufs et tout ce qu'on peut ressentir quand on va dans les manifestations où c'est souvent des moments où on est hyper connectés tout ensemble. Il y a un truc hyper fort, hyper beau et la sororité est au maximum. Et ben moi, quand je mets ce hoodie, j'ai cette impression-là, donc c'est trop bien. Donc voilà. Et d'ailleurs, ce processus créatif, tu t'entoures d'écrivaines. Alors, les modèles de meufs, le process, c'est que c'est moi qui pensais les modèles. C'est pas moi qui les dessinais, par contre. J'avais une personne qui, en gros, prenait mon idée et essayait de la mettre en quelque chose de joli, quoi. Et une graphiste qui exécutait derrière, avec qui il y avait des allers-retours. D'accord. Et souvent, le cœur de l'idée, ça venait de moi. Moi, je suis pas du tout graphiste et je suis pas hyper bonne à... Enfin, je sais quand quelque chose est joli, mais quand ça va pas, j'ai un peu du mal à dire qu'est-ce qui va pas. Et donc ça, c'était plus mon associé qui a, pour le coup, un regard très créatif là-dessus, qui lui regardait, qui est très bon en couleurs, en typo et tout ça, qui lui s'occupait un peu de cet aspect-là. Donc ça, on se passait la main. Est-ce que tu peux me donner quelques chiffres d'aujourd'hui vs au début ? Ouais, bien sûr. Écoute, le début, premier bilan de meuf 2017, je crois que j'avais fait 400 €. Et après, la plus grosse année, j'ai fait 1 million de chiffre d'affaires. Donc j'étais contente, c'est un peu le chiffre symbolique quand on est entrepreneur, de réussir à passer le million de chiffre d'affaires, même si c'est rien en vrai. Quand on a une entreprise, il y a énormément de charges et tout, donc les gens se rendent pas compte que c'est pas grand chose. Mais symboliquement, voilà, c'était quand même quelque chose de partir avec 1 000 € et d'arriver à faire jusqu'à 1 million. En tout, sur les 5 ans, on a fait 3 millions de chiffre d'affaires. Et on a réussi à embaucher, à un moment, on était 10 quand même chez Meuf. Donc voilà, assez chouette. Et voilà, pour te dire, pour les chiffres, aujourd'hui, les chiffres d'aujourd'hui, ça n'a rien à voir, parce que du coup, je peux plus du tout Là, je fais pas de chiffre d'affaires pour le moment. D'accord. Le business model de l'appli, il est pas encore mis en place. Tu as arrêté, en fait, Meuf, pour te consacrer aux réseaux sociaux. Ouais, exactement. J'ai arrêté la partie textile. C'était vraiment un choix que j'ai dû faire, qui n'était pas évident. C'est dur d'arrêter quelque chose auquel tu es attaché. Et en même temps, il y avait des choses qui me lassaient, moi, à titre perso. Et puis surtout, je savais qu'il fallait que je sois à temps plein pour l'ambition que j'ai pour ce projet. Elle est internationale, donc c'est pas. Enfin, moi, je veux qu'on ait que sur nos portables, on ait Insta et Meuf, quoi. Je veux qu'on l'utilise limite autant. Donc ça, c'est mon ambition, et pour pouvoir la réaliser, il faut que je sois à 100% dessus. Et comment te vient cette nouvelle idée de réseau social 100% féminin ? Oui, du coup, ça s'est fait en plusieurs étapes. Donc 2017, j'avorte, je commence à avoir cette idée qui se dessine de. Il manque un endroit pour nous, pour s'exprimer. Je le verbalise pas encore complètement, mais voilà, j'ai déjà cette intuition. Et puis donc, en créant Meuf, la marque de vêtements, forcément, on a des réseaux sociaux. Et sur nos réseaux sociaux, en fait, pratiquement tout de suite, tous les jours, il y a des femmes qui m'écrivent en me disant « J'ai envie de parler de ça, j'ai envie d'avoir l'avis d'autres membres de votre communauté, mais je veux pas le faire en public. Est-ce que vous pouvez le faire pour moi ?» Et demander et avoir des réponses. Donc j'utilisais les boîtes à questions en story. Voilà, j'utilisais un peu des stratégies de débrouille, en fait, pour pouvoir aider ces femmes-là qui venaient à moi. Mais du coup, tout de suite, je me suis dit, il y a quand même un souci, en fait. Si tous les jours, j'ai des demandes, ça veut dire que tous les jours, il y a des femmes qui ont des besoins et elles ne trouvent pas d'endroit pour le faire, elles n'osent pas le faire sur les plateformes qui existent. Donc ça m'a confortée dans cette idée. Après, je sentais que c'était pas encore le bon moment. Et je pense qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Les réseaux sociaux, ça a été génial pour les femmes, hein. Pour moi, ça a vraiment été quelque chose qui nous a aidés à comprendre qu'on n'était pas seuls dans les choses qu'on vivait. Il y a eu beaucoup de comptes Insta qui se sont créés sur différents sujets. Il y a des comptes sur la ménopause, sur les règles, sur la contraception. C'est génial, c'est pléthore d'informations dont on a tellement besoin. Et pour moi, en fait, il faut aller plus loin. C'est-à-dire que ces comptes-là, il faudrait qu'ils soient sur Meuf aussi, pour pouvoir parler que entre femmes, parce que c'est prouvé, les femmes n'osent pas s'exprimer sur les réseaux sociaux. Il y a 8 femmes sur 10 qui se censurent, donc c'est énorme. Et donc voilà, donc c'est vraiment un chemin qui s'est fait petit à petit, qui s'est fait aussi avec ma communauté. Et donc en 2020, je décide de créer un groupe Facebook privé qui s'appelle Une chambre à nous, sur Facebook, pour tester le concept, en fait. Okay. Parce que je me dis, oui, bon d'accord, t'as ton idée, peut-être que t'es complètement bisounours, on va toutes s'insulter et ça va pas du tout être sympa, et peut-être que tu te fais un film, en fait. Donc teste sans dépenser d'argent. Un groupe Facebook privé, bon, c'est pas idéal, mais ça permet de faire un essai. Donc c'est ce qu'on a fait, ça a tout de suite hyper pris.
On a fait une story, on a eu 4500 membres d'un coup. On a fermé volontairement aussi pour garder un petit nombre pour pouvoir observer, pouvoir travailler avec ces femmes-là sur la suite. Donc en fait, ça a vraiment été un peu comme un MVP, comme on dit. Et on a fait beaucoup d'échanges avec ces femmes-là, beaucoup de questionnaires sur qu'est-ce qui n'allait pas sur les réseaux sociaux classiques, qu'est-ce qui n'allait pas dans ce groupe Facebook, pourquoi on ne pourrait pas rester là-dessus, qu'est-ce qu'il fallait en plus, qu'est-ce qu'il fallait en moins. Donc voilà, on a vraiment co-construit le projet en fait avec ces femmes-là depuis 2020. Et ça s'est fait en parallèle de ma marque. Donc c'est pour ça aussi que ça a pris un peu de temps. C'est qu'il fallait, voilà, et puis je pense qu'il fallait le temps que je me décide à complètement aller sur ce projet-là. Et je pense aussi qu'on n'était pas encore prête. Je sens que là, aujourd'hui, dans la société, en tout cas sur les réseaux sociaux, entre femmes, et même dans la vraie vie d'ailleurs, il y a une sororité qui est de plus en plus forte. Et je trouve ça génial et j'en suis tellement heureuse. J'ai plein d'exemples de moments dans le métro où il y a une meuf qui se fait emmerder et en fait on est toutes là et on se regarde et on montre bien qu'en fait il a intérêt d'arrêter le gars parce qu'on est là maintenant en fait. Et ça c'était pas le cas avant. Non. Et c'est génial de voir ça et ça fait tellement du bien et c'est tellement rassurant, sécurisant et je vois qu'il y a ça qui commence à se construire sur les réseaux. Donc pour moi c'est exactement le bon moment en fait de lancer ce réseau. Avant on n'était pas prête, on n'avait pas conscience qu'on vivait toutes les mêmes choses. On nous éduque beaucoup en tant que femmes aussi à être dans la compétition. Ouais, exactement. Donc je pense qu'il fallait qu'on déconstruise tout ça, ce qui a été fait de plus en plus. Et moi, je le ressens plus du tout, ça. Ouais. Alors peut-être parce que je suis dans une bulle entourée de femmes ultra bienveillantes, mais franchement, je crois pas. J'ai l'impression que c'est vraiment la sororité en train de se développer. Et voilà, il lui faut un espace dédié, quoi. Et du coup, ça va consister en quoi précisément, cette application qui va sortir quand d'ailleurs ? Alors, elle est sortie. Elle est sortie le 21. Juste, on a eu beaucoup trop de monde. Donc là, on a mis tout le monde sur liste d'attente parce que c'était ingérable. Mais ça devrait se débloquer là, dans les jours qui arrivent. Je n'ai pas encore de date exacte parce que c'est Apple, machin. On attend aussi des retours. Mais en gros, ça se présente comme un réseau social un peu classique, sauf que tu as des catégories. Donc, tu peux, quand tu arrives, tu dois d'abord mettre ta carte d'identité et ton selfie pour vérifier ton identité. On ne garde pas de données, mais c'est vraiment pour sécuriser le réseau. Et ensuite, tu arrives, tu as un mur avec un peu tous les posts. Mais si tu as envie, tu as aussi des catégories par thématique. Donc, ménopause, sexualité, règles, IVG, violence, etc., accouchement, allaitement, enfin, tout ce qui peut nous arriver. Et donc, tu peux aller dans ces catégories si tu n'as envie de parler que de ce sujet. À terme, on est en train de le développer, tu pourras aussi sélectionner les catégories que tu n'as pas envie de voir. Si par exemple une femme vient de faire une fausse couche, elle n'a pas forcément envie de voir des femmes enceintes tous les deux posts, donc elle peut choisir de supprimer cette catégorie au moins le temps que ça aille mieux, ou si elle a besoin d'en parler, elle aura aussi un espace. Donc l'idée c'est vraiment que chaque femme puisse au sein de l'appli se construire sa propre safe place, un endroit vraiment dans lequel elle se sent complètement en sécurité et dans lequel il n'y a pas de charge mentale de « Ah, mais si je dis ça, quelqu'un va penser ça. Et si je pose cette photo, il y a un gars qui va interpréter ça. Il va penser qu'en fait, c'est séducteur alors que non. Et si je mets ce décolleté, et si machin. » En fait, c'est des questions qu'on se pose tout le temps en tant que femme, dans la vraie vie, mais aussi sur les réseaux. Et j'ai envie qu'on ait cet espace où il n'y a pas de questions et on est juste hyper sereine et on peut souffler, quoi. Ouais, complètement. Et comme tu l'as dit justement, 80% des femmes se censurent sur les réseaux sociaux et n'osent pas parler de sujets spécifiques qui les concernent et qui sont souvent très tabous. C'est dingue. Et sur Instagram, 68% des contenus propagent des stéréotypes de genre. 27% des propos à caractère sexuel et 22% des propos à caractère sexiste. Ouais. Quand j'ai lu les statistiques, je pensais pas que c'était aussi élevé. C'est quoi les sujets tabous que tu retrouves le plus ? Et j'imagine c'est la façon dont tu as construit cette application. Alors franchement, c'est assez varié. Un sujet qui revient beaucoup parce qu'il y a beaucoup de questions autour, c'est les règles. Parce que il y a beaucoup de femmes qui en souffrent, qui ont des soucis avec ça, il y a des maladies autour de ça. Et aujourd'hui, ça reste encore tabou de parler des règles, malheureusement. Et donc, ça va être un des sujets qui est le plus discuté, avec la contraception aussi, parce qu'il y a énormément de questions autour de la contraception, de femmes qui ont envie de se faire poser un stérilet, mais qui ont besoin de partager des expériences avec d'autres femmes. Donc voilà, ça, c'est des sujets qui reviennent beaucoup. Et après, évidemment, les violences. On a évidemment un mur dédié à cette thématique, si on peut l'appeler comme ça, c'est un peu bizarre, mais voilà. Et donc voilà, de pouvoir parler des violences qu'on a subies, c'est évidemment
ultra tabou et compliqué sur les réseaux. Dès qu'on le fait, on est accusé de mentir, de faire ça pour de l'argent. Je connais pas beaucoup de victimes de viol qui sont devenues riches grâce à un procès. Et c'est vraiment pas l'idée. Et c'est toujours hyper difficile en plus d'aller vers la justice. Dans ces moments-là, surtout que la réponse ne va pas du tout. Et donc, il y a vraiment besoin de cet espace pour échanger là-dessus. Et pour moi, c'est un des sujets les plus importants parce que quand on parle de ça, on se soulage, on se sent mieux et on peut être mieux en société. Donc, l'idée, c'est aussi d'avoir des espaces où on est en non-mixité qui nous permettent d'être mieux dans les espaces mixtes aussi. Et pas juste de se replier sur soi, mais vraiment de prendre de la force ensemble, de s'élever entre femmes, dans le sens aller plus haut, pas dans le sens s'éduquer, quoique pourquoi pas, mais voilà, et d'aller plus loin ensemble et de se sentir mieux en fait, et du coup de pouvoir être mieux aussi avec les autres. Toi, outre ton passé bien sûr difficile, t'as un engagement féministe quand même qui est très fort. D'où ça vient ? Ouais, alors moi je suis née, on voulait que je sois un garçon. Donc déjà, je pense que tout de suite, je me suis dit, c'est quoi cette injustice ? On m'avait même donné un prénom, Samuel, si j'avais été un garçon. En fait, au début de ma vie, comme tout enfant, on veut plaire à ses parents. Donc je me suis dit, ok, il faut que je sois un garçon. Donc j'ai essayé de tout faire comme les garçons, jouer au foot, aux petites voitures. Dès que je voyais une Barbie, j'étais là, non, surtout pas. Et puis j'ai vu que ça marchait pas et que j'étais pas forcément plus aimée. Donc j'ai un peu lâché l'affaire au bout d'un moment. Et ça a nourri en moi un peu une colère en fait de cette injustice d'être considérée comme moins bien. Après, à 6 ans, quand je suis arrivée à l'école et qu'on m'a dit le masculin l'emporte sur le féminin en cours de français, je me suis dit, mais je me rappelle avoir posé la question à la maîtresse, mais s'il y a 10 femmes et un homme dans une pièce, on dit quand même il. Et elle m'avait dit oui, mais j'ai trouvé ça absurde en fait. Je me disais, donc nous, on est complètement effacés en fait. Enfin, même dans les mots, on n'existe pas. Et on nous dit l'emporte, le masculin l'emporte. La formulation, elle est difficile quand on a 6 ans. Et en fait, quand on regarde les statistiques, c'est à partir de cet âge-là que les petites filles commencent à avoir beaucoup moins confiance en elles. Avant, elles se considèrent à l'égal des garçons. À partir de 6 ans, ça commence à baisser. Et elles se considèrent moins intelligentes. Alors, je ne sais pas si c'est lié à ça. En tout cas, c'est sûrement lié aussi à l'école. Et c'est vraiment à cet âge-là que ça commence et qu'il y a vraiment un écart de confiance qui se fait et qui fait que de s'agrandir avec l'âge, malheureusement. Donc voilà, donc je pense que ça venait de là. Après, j'ai vécu beaucoup de violences de la part d'hommes. J'ai eu des agressions sexuelles, j'en ai eu plusieurs. Ma première fois était non consentie. Et j'ai eu d'autres difficultés après avec plein d'histoires vraiment difficiles. Mais je pense que je suis vraiment pas la seule. Je pense aussi que il y a beaucoup de femmes qui subissent des violences sans les verbaliser. Et notamment, je pense aux femmes qui sont en couple et qui vont avoir des pressions de leur conjoint pour faire l'amour. Et qui vont se dire c'est quand même mon devoir de femme. Non, en fait, si t'as pas envie, et ton mari, ton conjoint n'a pas à te forcer. Et en fait, il y a beaucoup de femmes qui parfois se forcent, se sentent très mal et vivent ça comme des viols. Et on peut appeler ça un viol, d'ailleurs, ça s'appelle le viol conjugal. Et en fait, ça arrive très souvent. Et du coup, moi, c'est vrai que quand je dis que j'ai vécu beaucoup de violence, on me dit ah bon, mais pas moi. Et en fait, quand on creuse un peu, j'ai l'impression que presque toutes les femmes ont à un moment, alors pas été forcément forcées en étant plaquées au mur et violentées, mais forcées aussi psychologiquement en fait, de dire allez s'il te plaît, ça fait longtemps, t'es pas cool, t'es quand même ma meuf. Enfin en fait ça c'est de la pression psychologique qui peut faire céder les femmes, mais c'est pas du consentement en fait. Et ça suffit quoi. Il faut vraiment qu'on arrête avec ça. Et je pense que ça c'est une des violences les plus classiques en fait. Toi, tu as des messages très forts voilà, que tu as sur tes vêtements, Vive d'amour et d'égalité, Antisexisme Academy, Every Body is Bikini Body. Qu'est-ce qu'on peut faire chacune à notre échelle, selon toi, pour comprendre que le féminisme, c'est un vrai sujet de société, qu'on peut être féministe sans être ultra et que c'est ultra important de l'être pour nous, pour la société. En fait, pour moi, le féminisme, ça n'a rien d'agressif comme beaucoup de gens veulent le penser, c'est juste vouloir les mêmes droits et libertés pour les femmes et pour les hommes. Donc à partir de ce moment-là, normalement, tout le monde est censé être d'accord avec cette phrase. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas en France, ce n'est pas le cas dans tous les pays du monde, à part les quelques pays qui sont des matriarcats. Mais il y en a très peu. Et voilà, et le problème de ce mot, c'est que les gens entendent on veut dominer les hommes et on veut tous les éliminer, en gros. Enfin, ce qui est complètement absurde.
c'est pas du tout un mouvement qui est violent. Il n'y a jamais eu de violence de la part de féministes, en fait. Quand on regarde, il n'y a pas, ça n'existe pas. Il n'y a pas de féministes qui ont commis des crimes. Enfin, voilà, c'est pas un mouvement violent du tout. Et donc, voilà, il y a des gens qui vont l'exprimer de manière plus en colère, d'autres qui vont être dans d'autres schémas. Et je pense que tout est important et tout fait bouger la société. Et parfois, on montre que les gens très en colère et du coup, ça donne une certaine image du féminisme. Mais c'est important, cette colère aussi. Mais voilà, c'est au final, quand on regarde, c'est tout un écosystème qui apporte chacune sa pierre à l'édifice. Et aujourd'hui, je pense que ce qu'on peut faire chacun à son échelle, c'est déjà ne pas laisser passer les choses quand on est dans des conversations privées avec des amis et qu'il y a des remarques qui ne sont pas OK. Je pense que c'est important d'en parler. Déjà, c'est des choses qu'on peut tous faire. Et notamment les hommes, pour moi, ont un rôle à jouer là-dedans parce que c'est vrai que souvent leur parole est plus écoutée que la nôtre. Nous, on va vite dire qu'on est hystérique dès qu'on parle de ça, alors que voilà, un homme qui va reprendre un autre homme à une soirée en disant « Attends, excuse-moi, mais là, ce que tu dis, c'est un peu sexiste et je pense que ça peut blesser des gens », ça a un impact hyper fort. Donc moi, voilà, je suis toujours en train de militer aussi pour que les hommes prennent position, parce que c'est super de dire on vous soutient et c'est pas normal ce que vous vivez. À un moment, il y a aussi un rôle à jouer de dire aux autres hommes, en fait, stop, ça suffit, quoi. Et on connaît tous, en fait, des hommes violents ou potentiellement violents, puisque si on regarde les statistiques des personnes victimes de violences, bah forcément, on en a tous dans notre entourage. Et en fait, parfois, ça se décèle sur des petites choses. Et voilà, on peut essayer d'intercepter ça, en fait, et de dire, attends, excuse-moi, là, c'est pas OK ce que tu viens de dire. Au même titre que des propos racistes, homophobes, transphobes et d'autres choses, il faut... je trouve que pour le féminisme, il y a moins cette intervention générale. On a plus peur de se positionner, et notamment les hommes ne le font pas beaucoup. Alors, ils le font de plus en plus, et c'est super. Et nous, on reçoit énormément de soutien d'hommes sur meufs, et ça me fait tellement plaisir, parce que c'était pas le cas il y a 5 ans, quoi. Donc, je vois qu'il y a une évolution. Mais donc, voilà, pour te répondre, je pense qu'on peut tous, en fait, dans nos foyers, dans nos groupes d'amis, discuter, débattre et faire avancer les choses. Et en fait, si tout le monde le fait, bah, finalement, c'est la société qui change. Ouais, et j'avais réalisé cette statistique avec des copines qu'en gros, sur 10 copines qu'on a autour de nous, on en a statistiquement une qui subit des violences de son mec, quoi. Ouais. C'est quand même ouf quand tu y penses. Bah, donc en fait, on en connaît tous, même si c'est pas, bien sûr, si c'est pas dit, quoi. Bah, c'est ça. Tu es présente dans Qui veut être mon associé cette année sur M6. Moi, j'ai vraiment, je te l'ai dit, énormément aimé ton passage. J'ai trouvé que c'était franchement le meilleur pitch de la saison. J'ai trouvé ça incroyable, le jeu des filles derrière, qui change d'émotion en fonction de ton pitch. Le bébé est trop mignon. Déjà, est-ce que tu peux me raconter toutes les étapes du casting? Et toi, ce qui m'intéresse, c'est comment tu t'es sentie aussi dans toutes ces étapes de casting. Ouais, en fait, en gros, alors qui veut être mon associé? Il y a 50% de gens qui postulent et 50% qui sont castés, parce que une fois qu'ils ont les gens qui ont postulé, ils regardent, voilà, s'il manque pas quelqu'un dans cette branche. Apparemment, ils reçoivent beaucoup de projets sur la cosméto et la food. Et donc, parfois, il manque aussi sur les autres sujets. Donc, ils vont caster à ce moment-là des gens. Donc, moi, je faisais partie de ces gens-là qu'on est venu chercher. Mais tu passes quand même toutes les étapes comme les autres. Hein. C'est juste que tu passes pas la première, quoi. Okay. Mais après, du coup, j'ai dû donc faire une vidéo de présentation du projet qui est d'abord présentée à la production de l'émission, qui doit valider. Si c'est validé, c'est présenté carrément à la présidence d'M6. Ça m'a étonnée. Je me suis dit, waouh, ils voient tous les gens. C'est fou. Mais donc voilà. Et une fois que ça c'est validé, bah, il faut encore une troisième validation qui est tout le côté business avec des chiffres et tout ça. Enfin, il faut quand même que ce soit un peu sérieux derrière. Donc une fois qu'on a passé toutes ces étapes, on avance sur le pitch. C'est de la télé, donc on a les infos toujours un peu dernière minute, on a les dates un peu dernière minute. Moi, ça va, mais je sais qu'il y en a eu qui ont plein de changements. C'est pas, vous passez pas, vous passez pas. Un truc bien stressant. Nous, on n'a pas eu ça, heureusement. Mais donc voilà, je prépare le pitch, mais j'ai eu très très peu de temps. Et je me suis dit, c'est l'occasion de faire un truc fort, en fait. J'avais envie, c'était important pour moi d'être sur une chaîne qui est grand public et de faire passer des messages. Donc j'ai vraiment axé mon pitch sur les femmes qui vont m'écouter et pas sur les investisseurs. Dans ma tête, c'était à elles que je parlais, c'est à elles que je voulais parler. Et donc voilà, donc on a fait un pitch qui était assez fort et qui a
qui a secoué beaucoup de monde. En tout cas, on a eu énormément de réactions positives et négatives, mais en tout cas, ça a fait réagir. Nous, on l'a posté le tout début de notre pitch sur Insta, et il a plus de 2 millions de vues, la vidéo. Et tous les jours, on reçoit des messages par rapport à ce pitch. Donc, je pense que ça a quand même parlé à beaucoup de femmes. Et évidemment, on a reçu... en fait, on n'arrive toujours pas à répondre à tout le monde. On a reçu mais des milliers de messages de femmes nous disant « J'ai pleuré quand je vous ai vu. Cette appli, j'en aurais eu besoin à tel et tel moment. Et je vais en avoir besoin quand est-ce qu'elle sort. Quand est-ce qu'on peut l'avoir. Donc, assez fou, en fait, de recevoir cette vague d'amour et de soutien et de femmes qui se reconnaissent et qui disent merci. Et voilà, quand ça fait des années que tu es en process d'un projet et que ça sort et que tu as tout ça, c'est juste incroyable, quoi. Donc bref, j'ai un peu dévié, mais qui veut être mon associé, voilà comment ça s'est passé. Et après, sur le tournage, écoute, c'est hyper stressant. On est arrivé à 11h, on n'est passé qu'à 17h. Donc, tu as tout ce temps-là où tu as bien la pression qui monte, et puis tu as la fatigue qui arrive. Et après, une fois que tu y vas. On a juste une répétition où on s'est foiré. Donc en plus, tu sais pas comment ça va se passer, mais au final, ça a été. À part la petite fille justement qui a commencé à aller partout, moi ça m'a un petit peu déconcentrée, mais bon, j'ai réussi quand même à pitcher, mais j'avoue que je la voyais, je me disais oulala. mais voilà, mais c'était trop mignon et elle était vraiment adorable. L'idée en fait à la base c'était qu'elle devait allaiter. Ah d'accord. Sur le plateau, parce que je voulais montrer une femme allaitante, puisque c'est quelque chose de très tabou. Et voilà, je trouvais ça fort qu'à la télé il y ait une femme qui allaite. Bon, elle n'a pas voulu téter à ce moment-là, je lui pardonne. C'est une meuf libre, elle fait ce qu'elle veut. Voilà. Tes conseils pour un bon pitch? Je vais dire pareil que tout à l'heure, mais l'authenticité, franchement, moi, je sais pas faire autrement, en fait. Toutes mes prises de parole, c'est toujours, j'essaye toujours d'être le plus authentique possible et de faire passer des messages forts. Et en fait, moi, je pense qu'il faut vraiment oser faire des choses un peu osées, en fait. Enfin, faut pas se brider là-dessus, quoi. Ça parlera toujours à des gens et c'est toujours mieux que de faire quelque chose un peu plat que personne ne va trop remarquer. Ouais, bien sûr. Est-ce que tu as compris la réaction des investisseurs qui se sont sentis un petit peu attaquer particulièrement Anthony Bourbon, ou même, je sais plus, mais je crois qu'il y a un autre homme voilà, qui s'est senti vraiment... qui ont même une réaction un peu violente. Moi, j'ai trouvé ça m'a étonnée. T'es pas la seule. On a eu vraiment énormément de retours de gens qui avaient trouvé ça violent. Et encore, le montage est plutôt cool. D'accord. Il y a eu des remarques que j'ai eues sur le plateau qui, moi, m'ont glacée. Et ça a été hyper dur parce qu'en plus, c'était au tout début. Ou... la première réaction que j'ai eue, je vais pas dire qui c'est parce que ça m'a déjà causé assez de tort de parler de ça. Mais la première réaction que j'ai eue, c'est... Donc, je viens de finir mon pitch, qui est quand même assez fort. Première réaction. Moi, perso, j'avais les poils. Voilà, je te dis, il y a plein de gens qui pleuraient. Première chose qu'on me dit, c'est... moi, ça m'a mis ultra mal à l'aise, mais par contre, tu es très belle. Putain. Et là, mais vraiment, je me suis dit, ok, Claire, ne réagis pas, parce qu'en fait, il y a un montage, fais gaffe à ce que tu dis. Mais à l'intérieur de moi, je me suis dit, mais c'est pas possible, en fait. Je viens de te montrer la vie des femmes, ce qu'on vit de difficile. Et on me dit que ça rend mal à l'aise, mais que je suis très belle. Donc, on me renvoie encore une fois à mon physique. Je suis pas venue là pour faire Miss France, en fait. Enfin, je m'en fous de ce que tu penses de ma tête. Je m'en fous. Je suis entrepreneuse. Je suis pas mannequin. Donc, hyper énervant. Et aussi blessant, en fait. Clairement. Quand on vient, Florence, qui a témoigné de son viol, c'est la première fois qu'elle en parlait en public. Elle n'en a jamais parlé. Elle en a parlé à très peu de ses amis. Donc c'était fort en fait de sa part de le faire, et moi ça m'a énormément touchée qu'elle veuille le faire pour meuf, et qu'elle se prenne ça en fait comme réponse, mais c'est ultra violent. Et pour toutes les femmes qui ont été victimes de tout ça, c'est violent, et c'est vraiment ce qu'on a reçu sur les réseaux. Mais moi ça m'a fait mal en fait, ces réponses là, et j'étais là encore c'est soft, parce que on a eu des remarques, c'est un bunker, et nous mais pourquoi on n'est pas méchants, vraiment de l'incompréhension, et moi je m'attendais pas à ça, parce que j'étais là, on est en 2024, c'est bon, je vais pas avoir ce genre de réflexion. Je m'attendais à les avoir après sur les réseaux sociaux, avec évidemment on a pas mal de raids de mecs qui aiment pas du tout le projet. On a énormément de soutien aussi, mais il y a aussi ces gens-là.
Ça, je m'y attendais, mais pas sur le plateau, en fait. Et ça m'a beaucoup surprise. Et t'es pas la seule. Hein. Moi, c'est une émission que j'affectionne énormément, que je regarde chaque année. Mais en fait, tu vois, d'ailleurs, il y a beaucoup de messages et de posts LinkedIn sur le sujet. À chaque fois qu'il y a une femme un peu jolie qui passe, on peut lui parler d'abord de son physique ou voilà, d'autres choses que de son projet. Ouais, c'est quand même dingue pour une émission à grande écoute. Oui, et puis il y a eu sur M6, quoi. Bâti Garantie cette année, qui est une femme qui travaille dans le bâtiment. Tout de suite, ils l'ont vu arriver. Ah, bah c'est une femme alors qu'on parle de bâtiment. Ouais, mais en fait, pourquoi tu le dis en fait déjà. Moi, je trouve ça grave qu'on se permette de le dire. Et qu'on se permette de le laisser au montage aussi. Je trouve ça un peu dommage. Ouais, tu te demandes le message derrière, quoi. Ouais, c'est ça. Finalement, l'issue est bonne, avec 500 000 € de levée, plus la venue inattendue, du coup, de Stéphanie Delestre. Qu'est-ce qui s'est passé avec Stéphanie Delestre ? En fait, elle est revenue vers toi derrière Non, sur le plateau, elle m'avait proposé qu'on reste en contact. Ce qu'on a fait. Et moi, c'est vrai qu'au moment où j'ai présenté, j'étais pas du tout prête sur le côté business model. Et c'est ça qui a fait qu'ils sont pas venus sur le plateau. J'avais espéré que l'idée, le message, ma personnalité, ma résilience, tout ce que j'ai pu faire, ils se disent c'est pas grave, on va trouver le business model, c'est pas si important à ce stade du projet. Mais ça n'a pas été le cas. Du coup, j'ai bossé, j'ai commencé ma levée de fonds. J'ai eu très vite un retour de Xavier Niel qui a accepté d'investir. Ça m'a énormément boosté. Et donc, je suis revenue vers Stéphanie à ce moment-là en me disant, voilà, j'ai changé le business model, il y a Xavier Niel, il y a d'autres gens. Est-ce qu'on peut se reparler ? Et donc, on s'est reparlé et elle a trouvé ça convaincant. Donc, elle a décidé de nous rejoindre. Voilà. Génial. Vous allez faire quoi de cet argent ? Alors, recrutement, principalement. Ça va être beaucoup ça. Recrutement, on va aussi faire des événements. Un peu de marketing et tout ça, même si ça, pour le coup, j'essaie de dépenser le moins possible là-dessus et de faire les choses de manière un peu organique. Mais ouais, vraiment recrutement. Et puis aussi, il y a tout un aspect... en fait, pour la vérification d'identité, ça a un coût assez conséquent. Donc, on passe par un service qui est très sécurisé, mais du coup, qui est payant. Donc, c'est aussi pour payer ça. Avec ces multiples projets, beaucoup d'investissement, beaucoup d'énergie. Comment tu fais pour pas te griller, pour ne pas atteindre tes limites ? Ouais, alors je les atteins. Franchement, je suis pas la meilleure là-dessus. Je les atteins et je me dis mince. Et du coup, je refais attention une fois que je les ai atteints, mais je les atteins plusieurs fois par an. C'est difficile de mettre des choses en place pour être... En fait, il y a des pics. Quand on est entrepreneur, il y a des pics. Là, moi, je suis dans un pic en ce moment. Je ne peux pas avoir une vie équilibrée en ce moment. Ce n'est pas possible. Je mange mal. Je ne fais pas de sport. Je dors tard. Je me lève tôt. Je ne dors pas assez. Je ne me repose pas assez. Je ne coupe pas le week-end. Mais c'est des phases. Et je le sais. Et là, ça fait 1 mois que c'est comme ça. Je sais que ça va durer encore 2-3 semaines. Mais voilà, tu vois, je le sais. Et je prévois déjà de partir... faire une semaine de télétravail pour être dans la nature, pour avoir un autre rythme, pour voir moins de gens aussi, parce que bon, j'adore évidemment voir des gens et parler du projet, mais c'est très énergivore. Donc voilà, je pense que quand j'ai des phases de pic comme ça, j'essaye maintenant de me dire, prévois-toi quand même quelque chose après. En plus, comme ça, tu sais que c'est là, donc ça te donne quand même un peu de force. Mais voilà, sinon, en temps normal, quand il n'y a pas des pics comme ça, je fais beaucoup de sport. Je fais du sport tous les jours. C'est vraiment quelque chose qui est essentiel pour moi et qui me manque beaucoup en ce moment. Le sport, pour moi, c'est vraiment presque indispensable quand on est entrepreneur parce que ça permet d'enlever tout le stress, ça défoule, ça fait des endorphines, ça donne des idées. Je marche beaucoup aussi et j'aime beaucoup aller marcher quand je me sens un peu bloquée. C'est un conseil que je donne quand on m'en demande parce que je trouve que on n'utilise pas assez, c'est assez simple en fait et gratuit. Et voilà, j'essaye de bien manger parce que c'est important. En fait, quand tu es entrepreneur, tu es un peu sportif de haut niveau. Tu dois prendre soin de ton corps, prendre soin de toi, bien dormir, bien manger, faire du sport, te détendre, voir des amis, etc. Et la première chose que tu dois faire, c'est ça, c'est prendre soin de toi, puisque c'est toi qui fait la valeur ajoutée de ton projet, surtout au début. C'est toi qui amène l'énergie, c'est toi qui amène la vision. Donc si tu vas pas bien, ton projet il peut pas aller bien. Donc voilà, là je te dis, je suis dans une phase où tout ce que je te dis, je ne l'applique pas, mais je sais que c'est temporaire. Mais t'en as conscience, voilà, et tu sais que j'en ai conscience, je sais que c'est temporaire, et c'est normal. Il faut aussi, l'entrepreneuriat est fait de sacrifices aussi, il ne faut pas se leurrer. Avant de finir par les petites questions de fin, qu'est-ce que tu as trouvé de plus facile et de plus difficile dans ton aventure entrepreneuriale à date ? Je dirais que le plus facile, ça a été pour moi de trouver ce que je voulais faire et ce que je voulais apporter à ce monde, parce que c'était un peu une évidence pour moi et c'était un peu une mission de vie.
Et le plus difficile, c'est, je pense, de me sentir légitime. Je pense que c'est un problème que beaucoup de femmes ont. On nous éduque à pas nous sentir légitimes, à être douces, gentilles, dociles, etc. Et donc à pas oser s'affirmer et à pas oser prendre des positions. Et tu vois, là, par exemple, dans l'émission qui va être mon associée, à un moment, je dis quand on aura 20 millions d'utilisatrices. Et il y a beaucoup de gens sur Twitter qui se sont moqués en disant 20 millions, c'est même pas le nombre d'utilisateurs d'Instagram en France. Et je sais très bien que si j'avais été un homme qui prononçait la même phrase, on n'aurait pas réagi de la même manière. Parce que moi, quand je parlais de 20 millions, mes ambitions, elles sont internationales. Mais je suis une petite meuf, on se dit pas que c'est possible. Et en fait, même moi, je me disais que c'était pas possible. Et aujourd'hui, j'en ai marre de ça et j'ai vraiment envie de dire... je m'en fous en fait, oui, j'ai le droit d'avoir l'ambition de faire le même niveau de business que Mark Zuckerberg. Et alors en fait, on a le droit aussi d'être ambitieuse à ce point et d'avoir envie de changer le monde et de faire des boîtes qui sont énormes et qui ont un impact énorme. Et bref, je ne sais plus du tout quelle était ta question de base, j'ai l'impression d'être partie dans tous les sens. Non, ce qui était le plus difficile, moi aussi j'ai oublié du coup. Le plus difficile et le plus... Mais c'était ça, c'était ça, de me sentir légitime. Ouais, exactement. De me sentir légitime, je pense que c'est ce qui a été le plus difficile. Ouais, complètement. Tes facteurs clés de succès, selon toi? Travail, évidemment. Beaucoup de travail. Beaucoup d'écoute. Je pense qu'il faut être à l'écoute de ses clients ou de ses utilisateurs quand c'est pas forcément des clients. Observer. Moi, je suis quelqu'un de très observateur et je pense que c'est important quand on veut apporter quelque chose à la société d'observer. Mais ça peut être même observer dans des cafés. Enfin, c'est vraiment observer la société dans laquelle on vit. Je pense que c'est important pour pouvoir apporter des choses. Et ouais, après c'est du travail, de l'acharnement, faut rien lâcher, faut toujours croire en soi même dans les moments difficiles, quoi. Alors on va finir par des petites questions. Est-ce que tu peux me citer une ressource qui t'inspire, que tu recommandes? Ça peut être un livre, un film, un podcast. Moi j'écoute beaucoup de podcasts sur plein de sujets. Il y en a plein que j'adore, pas forcément que sur l'entrepreneuriat. J'adore Les couilles sur la table de Victoire Toyon qui est vraiment génial. J'adorais La poudre, bon, c'est terminé mais c'était vraiment super. Bliss, je suis pas maman mais ça m'intéresse quand même, je trouve ça génial d'avoir tous ces retours d'expérience et j'imagine même pas comment c'est utile quand on va devenir maman. C'est ouf. Donc voilà, j'aime beaucoup aussi ce qu'elle fait. J'aime bien In Power de Louise Aubéry qui est bon, pas toujours business mais qui a beaucoup de business mais pas que. Je trouve ça génial aussi le panel d'invités qu'elle peut avoir. Donc ouais, là, comme ça, c'est ceux qui me viennent. Moi, je suis très podcast. Après, je traîne beaucoup sur Insta aussi, sur des comptes qui m'intéressent. Je trouve qu'on a tellement de chance d'avoir des gens qui créent du contenu gratuit sur tous ces sujets et qui nous apportent énormément de choses. Ça va être Orgasme et moi, qui est un compte sur la sexualité, à des comptes qui vont parler des droits. Enfin voilà, j'ai vraiment un panel assez large. Mais donc voilà, j'ai aussi beaucoup d'inspi directement sur Insta. Tes citations préférées? La vie, ce n'est pas d'attendre que les orages passent, c'est d'apprendre comment danser sous la pluie. Je pense qu'il y avait une citation qui devait définir ma vie, ce serait celle-là. Moi, j'ai passé mon temps à danser sous la pluie. Le conseil que l'on t'a donné, que tu aurais aimé connaître avant de te lancer dans tes projets? D'être dans l'action. D'être dans l'action, de ne pas être dans la dissertation, de ne pas se prendre la tête. C'est quoi mon nom pendant 6 mois, ma marque, mon logo, on s'en fout en fait. Vas-y, fais et va au contact de tes clients. Exactement. Et tu ajusteras ensuite. Exactement. Je partage à 100%. Ta plus grande audace, est-ce que tu en tires? Je pense que ma plus grande audace, c'est ce que je suis en train de faire. Honnêtement, j'ai jamais osé faire ça, avoir cette ambition-là, comme je te disais juste avant. Et ouais, me dire, j'ai envie de vraiment changer les choses. Et pour ça, s'il faut côtoyer tous les gens qui ont du pouvoir et tout, je vais y aller en fait. Et ça, pour moi, c'est ma plus grande audace. Je n'aurais jamais pensé faire ça quand j'étais petite. Et je suis très fière de le faire. Et j'en tire que je me sens à ma place. Je me sens hyper alignée avec ma mission de vie, avec ce que je veux faire dans la vie pour les femmes. Donc pour l'instant, écoute, c'est plutôt cool. Un échec que tu aurais vécu et une leçon? Des échecs, j'en ai vécu beaucoup. Moi, j'adore l'échec en fait. Je trouve qu'on a vraiment un mauvais rapport à l'échec en France par rapport aux US où c'est hyper valorisé. Je pense que une connerie, pardon,
peut-être faut pas que je dise conneries. Une bêtise qu'on a... Si tu peux. Ouais, je peux. J'avoue, des fois, ça sort un peu tout seul. Une bêtise qu'on a fait sur Meuf, c'est quand on a lancé nos culottes de règles, où on a voulu internaliser le process parce qu'on avait notre propre atelier de fabrication, sauf que c'était un atelier qui ne fabriquait pas des culottes, mais des t-shirts et des sweats. Donc, c'est pas pareil. Et du coup, on a mis 1 an et demi à internaliser le process. Et en fait, avec le recul, j'aurais dû d'abord externaliser pour tester, pour tout de suite vendre, pour tout de suite se positionner sur le marché, plutôt que d'attendre 1 an et demi d'avoir nos propres culottes. Alors c'est sûr avec des meilleures marges et une proposition qui était différente aussi. Mais avec le recul, voilà, c'est mieux d'externaliser dans un premier temps, quitte à internaliser plus tard. Mais voilà, ça, c'est une des erreurs qui me vient en tête. Mais franchement, on pourrait faire tout un podcast sur les erreurs. Qu'est-ce qui t'a permis d'apprendre à te connaître, pardon? Je pense que l'entrepreneuriat, ça aide beaucoup parce que tu es tout le temps confronté à tes limites, tu es tout le temps confronté à qu'est-ce que tu peux gérer comme stress, comme travail, comme charge de travail, puis tu es totalement indépendant et à ton compte et donc libre, mais du coup, tu peux aussi beaucoup trop te charger. Donc, je pense que ça apprend vachement à connaître ses limites. Et ouais, donc je pense que c'est vraiment le truc qui m'a aidé. Après, j'ai fait aussi 15 ans de thérapie, ça aide pas mal. Et ma dernière question, qui est ma question rituelle du podcast, c'est quoi pour toi devenir acteur de sa vie? Devenir acteur de sa vie, c'est faire ses propres choix et pas forcément suivre un chemin qui peut être tout tracé. On a tendance à nous mettre dans des cases. Tu as fait telles études, tu dois faire telle chose, tu peux aller ni à gauche ni à droite. Et je pense que devenir acteur de sa vie, c'est ne plus écouter ça et prendre le chemin qu'on a envie de prendre et pouvoir changer de chemin, pouvoir reculer, pouvoir tourner à droite, à gauche quand on veut et pouvoir avoir plusieurs vies en fait et faire plein de choses et faire tout ce qu'on a envie de faire. Merci beaucoup Claire. Merci à toi. Cet épisode est maintenant terminé. En espérant qu'il vous ait plu, je vous donne rendez-vous maintenant sur le compte Instagram lalea.podcast pour découvrir les coulisses de l'interview.